Marc Aurèle, un empereur de légende dont l'ascension au pouvoir se fit dans l'éloquence la plus totale qui ferait même presque oublier le règne d'Antonin le Pieux. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le personnage, sur les épreuves qu'il a vécues, mais surtout sur la philosophie de ce dernier qui reste quand même assez impressionnante encore aujourd'hui. Sans exagérer, je pense même que c'est le personnage romain que je préfère parmi tous ceux qui ont pu exister jusqu'à maintenant. Et déjà, commençons un petit peu par le décrire. Qui est Marc Aurèle en fait ? Au début de son règne, il fait preuve d'une force de rhétorique impressionnante lors d'un discours au Sénat après l'épisode du tremblement de terre à Cyzique. Il est dit que l'audience était si impressionnée qu'elle fut plus agitée que la ville qui avait subi la catastrophe. Néanmoins, Marc Aurèle reste en parallèle de ce talent oratoire dans la continuité de son père adoptif, du moins dans l'exercice du pouvoir. Et ce n'est pas rien. Basiquement, le rôle premier d'un empereur est de maintenir l'ordre terrestre et cosmique qu'impose notamment la providence, en d'autres termes, ce qu'impose le divin. Afin de l'aider à la tâche, ce dernier est entouré d'administrateurs et de généraux compétents, des personnes capables qui ont su réagir durant divers événements tels que le débordement du Tibre entre 161 et 162. Un moment relativement difficile, la ville est presque intégralement dévastée par les eaux, en proie à la famine, et de nombreux animaux sont noyés. La communauté qui est touchée par cet événement se voit aussitôt approvisionnée grâce aux céréales en provenance de la capitale, mais ça ne s'arrête pas là puisque quelques années plus tard, l'empereur et ses conseillers vont devoir faire face à une épidémie de variole qui sera connue sous le nom de peste antonine, même si à proprement parler, ce n'est pas vraiment une peste. Alors les effets de cet événement sont pour le moins assez graves, même si certaines sources permettent une certaine entrée en débat, dans le sens où quelques personnes vont dire que c'était catastrophique, quand d'autres vont dire que la situation était quand même assez gérable. Par contre, je tiens à vous préciser quand même qu'à cette époque, l'Empire romain était sous la direction de deux empereurs, d'un côté Marc Aurèle et de l'autre Lucius Verus. Ce n'est qu'à partir de 169 que cet empire va être dirigé par une seule personne à cause de la mort par apoplexie de Lucius. Et dès lors, Marc Aurèle va faire face à de nombreux fronts militaires, mais surtout à la révolte de Cassius en 175. Ça, c'est un événement qui mérite quand même qu'on s'arrête dessus. Pour résumer, Avidius Cassius, alors gouverneur de Syrie, annonce sans aucune preuve la mort de Marc Aurèle et tente d'usurper le titre de ce dernier. Il va alors envoyer de nombreuses lettres dans les différentes provinces pour faire passer la nouvelle, qui ne tarde pas à arriver aux oreilles du vrai dirigeant. Au début, on essaye tant bien que mal de cacher cette usurpation, mais lorsque les troupes commencent à se poser des questions, Marc Aurèle est obligé de rendre l'information publique, tout en expliquant qu'il ne veut en aucun cas causer un bain de sang. En parallèle de ça, Marc Aurèle confère la toga virilis à son fils, ce qui assoit littéralement son pouvoir et le déclare prince de la jeunesse. Cependant, devant l'ampleur de l'affront, le Sénat ne peut pas rester sans rien faire et va donc déclarer Cassius ennemi de l'État de Rome. Une action ne tarde pas à arriver puisque deux de ses hommes vont finir par le trahir et lui trancher la tête. Ils vont ensuite l'amener devant Marc Aurèle qui va strictement refuser de la voir, ce qui est assez intéressant vis-à-vis du personnage et finalement pas si étonnant que ça. Ce qu'il va faire par la suite est encore plus grand à mes yeux dans le sens où il va refuser de punir tous les sénateurs qui ont participé à cette trahison et donc prouver finalement que c'est un empereur assez tolérant, même face à cet événement. Nous sommes face donc à une personne posée, dans la retenue et surtout le respect même de ceux qui l'ont insulté, ce qui n'est pas étonnant vu que la liberté d'expression était de mise pendant son règne. Son travail en tant que souverain, au-delà des lois du divin et terrestre, c'est bien sûr l'amélioration du système financier de l'Empire qui en ces temps est relativement médiocre. On met en place des tutelles et des curateurs qui sont souvent gérés par des sénateurs. L'on peut aussi parler de l'importance des affaires judiciaires pour Marc Aurèle qui met un point d'honneur à étudier chaque cas, même si cela prolonge de plusieurs jours le procès. Mais s'il y a bien un trait de caractère qui qualifie à la perfection ce personnage, c'est son indifférence. Peu importe la situation, positive ou négative, face à la mort, la pauvreté, la maladie et l'échec, comme seule réponse, l'indifférence. Excellent stoïcien, seul compte le bien et le mal moral, mais s'emporter, exprimer ses émotions à l'excès, jamais. Comme le roc que les vagues s'acharnent à battre et qui demeure immobile contemplant l'écume tourbillonnante à ses pieds. Cette philosophie a sans doute été le salut du dirigeant lorsqu'il a dû faire face aux pertes familiales, mais aussi aux difficultés liées au pouvoir. Et dans l'ouvrage « Pensée pour moi-même », ce dernier nous dit: après avoir guéri bien des malades, Hippocrate est mort, lui aussi atteint par la maladie. Les Chaldéens, après avoir prédit le trépas de tant de gens, n'ont pu échapper plus que d'autres aux prises de la destinée. La vermine a fait mourir Démocrite, une vermine d'une autre espèce a tué Socrate. Qu'est-ce que cela signifie ? Le voici. Tu t'es embarqué sur un navire, tu as navigué, tu es parvenu au port, débarque. Si c'est dans une autre vie que tu abordes, rien au monde n'est vide des dieux, et tu les trouveras là tout aussi bien qu'ailleurs.
Si au contraire tu dois tomber alors dans une insensibilité absolue, te voilà délivré des souffrances et des plaisirs, et tu n'as plus à te soumettre servilement à cette enveloppe matérielle, d'autant plus vile que son esclave lui est absolument supérieur, car d'un côté, c'est l'intelligence et le génie, et de l'autre, la terre et la fange.